Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Louis Dufay et je suis professeur à l'UC Louvain où j'ai le plaisir de diriger le CRIPEDIS, qui est un centre de recherche de didactique des disciplines. Mon propos aujourd'hui va être de vous parler de l'enseignement de la poésie. L'enseignement de la poésie à des élèves de 15 ans, donc au début de ce qu'on appelle habituellement le lycée. Pourquoi s'agirait-il d'enseigner la poésie à de tels élèves ? Que s'agirait-il de leur enseigner et surtout comment procéder? Voilà les trois questions qui vont baser mon intervention, mais avant cela, il est peut-être important de se demander s'il est vraiment possible, envisageable d'enseigner encore la poésie en 2020. La question peut paraître paradoxale et pourtant elle ne l'est pas, puisque dans le champ des lectures, la poésie n'est plus une pratique culturelle déclarée par l'immense majorité même des lecteurs. On lit beaucoup de romans, on lit beaucoup d'essais, mais la poésie n'est plus déclarée comme une lecture. Elle n'est plus présente non plus dans le champ éditorial, ou en tout cas très très peu. On n'en voit guère dans les devantures des librairies, on ne voit guère de poètes invités dans les émissions littéraires. Alors il existe encore des exceptions, bien sûr. Le dernier prix Nobel de littérature a été octroyé à une poétesse, mais il faut bien reconnaître que Louise Gluck n'était guère connue en dehors du cercle peut-être un peu spécialisé des lecteurs de poésie anglo-saxonne. Dans le champ francophone, personne ou pratiquement personne ne connaissait Louise Gluck, qui n'avait d'ailleurs pas été édité ou quasiment pas en français. Donc voilà, même quand un poète est reconnu par ses pairs, il reste une sorte d'auteur de niche, c'est-à-dire un auteur qui est lu vraiment par un petit cercle d'experts, de spécialistes, et le grand public n'y a plus accès. Dans l'institution scolaire, il en va de même, puisque la poésie se voyait dédiée naguère encore une année scolaire entière, qui était la classe de poésie, qui précédait la classe terminale, la rhétorique. Ce n'est plus le cas depuis bien longtemps. Alors, bien sûr, on peut dire que les poètes ont une part de responsabilité dans la situation de marginalisation de la poésie dans les pratiques culturelles, puisque Mallarmé lui-même a souhaité provoquer une véritable crise dans l'écriture et dans la lecture du texte poétique, voici un peu plus de 100 ans, lorsqu'il a déclaré en quelque sorte la guerre à la poésie classique, à la poésie explicite, la poésie claire. L'important pour le poète, selon Mallarmé, c'était de créer un langage qui lui soit propre, un langage hermétique en quelque sorte, réservé aux initiés, réservé à une forme d'élite poétique, ce qu'il est parfaitement arrivé à faire, puisque la plupart des poètes lui ont emboîté le pas depuis lors. Les poètes ont plutôt eu le souci d'explorer les limites du langage, les limites de l'indicible, ce qui avait déjà été fait par d'autres avant lui d'ailleurs, mais du coup, il ne faut pas trop s'étonner que la poésie ne soit plus guère lue et partagée de nos jours par une majorité de lecteurs. S'ajoute à cela la sensibilité toute particulière de l'époque dans laquelle nous sommes, une époque où la communication, où les nouveaux médias ont pris une importance considérable, et il peut sembler que la priorité aujourd'hui soit aux idées et aux récits clairs. Déjà Jean-Paul Sartre, dans Qu'est-ce que la littérature en 1947, proclamait que les poètes finalement étaient peut-être suspects de se retirer un peu trop sur leur terre et de ne pas être suffisamment en prise avec les urgences pragmatiques du monde contemporain, avec l'exigence du primum vivere. Il faut vivre d'abord, il faut d'abord être dans l'action, être dans l'engagement, voire dans la militance. Alors les poètes, à cet égard, peuvent sembler un peu à côté de cette exigence. Et d'autre part, l'enseignement de la poésie, lorsqu'il existe encore, peut parfois sembler poser quelques problèmes en termes de motivation des élèves, en termes de priorité également. Est-ce qu'on ne passe pas trop de temps à faire de l'analyse technique, du décryptage de textes, plutôt que de sensibiliser les élèves à la richesse, à la diversité des interprétations, s'il y permet de vivre. Alors pourtant, on ne peut pas dire que les didacticiens n'essayent pas, autant qu'ils peuvent, de diffuser une réflexion vive et innovatrice sur la poésie. Voici un petit échantillon de publications qui, depuis une trentaine d'années, pullulent autour de la didactique de la poésie, des publications qui, les unes, relèvent de la recherche scientifique, les autres relèvent davantage de la vulgarisation, de la médiation sous forme de manuels scolaires. Il se fait que je moi-même un peu contribué à l'un des manuels, celui qui s'intitule Récits et poésie, là, avec la couverture rouge. Donc voilà, les formateurs d'enseignants et les enseignants sont pourtant convaincus de l'importance de la poésie. Alors pourquoi en sont-ils convaincus? Pourquoi
et j'ai envie de vous, de vous partager cette conviction. Première raison pour laquelle la poésie serait tellement importante à enseigner, c'est d'abord parce qu'il est important de faire découvrir et expérimenter, non seulement en lecture, mais aussi en écriture et à l'oral, une diversité de formes et d'expériences poétiques. La poésie est tellement diverse, tellement riche qu'il semble vraiment essentiel que dans une expérience de formation culturelle, elle ait une place à part entière dans la formation des élèves. Alors, c'est aussi, du point de vue de la lecture, un type de texte très très particulier, la poésie, qui suscite un savoir-lire fin, un savoir-lire où il s'agit de donner du sens et de la valeur à un texte d'une densité très particulière. Alors, là aussi, il y a peut-être un travail de lecture très particulier à développer. D'autre part, il y a une histoire de la poésie, une évolution des formes poétiques, du patrimoine poétique, des références culturelles poétiques qu'il est important aussi, je pense, de partager dans le cadre d'une formation générale. Et puis, il y a aussi des compétences techniques. Je crois qu'il n'est pas complètement inutile d'apprendre ce qu'est un mètre, de ce qu'est un vers, de ce qu'est une rime, de ce que sont quelques figures de style importantes, qui contribuent à la richesse de la lecture de la poésie et de son écriture. Alors voilà, ce sont quelques raisons de s'y intéresser. Maintenant, comment procéder? Alors, comment faire pour commencer d'abord? Il me semble que la toute première chose à faire, c'est de permettre aux élèves d'exprimer leur représentation, où ils en sont par rapport à la poésie. Invitons-les d'abord à partager à quoi leur fait penser le mot poésie, quels sont les mots, les images, les idées qui leur viennent à l'esprit. Faisons un brainstorming, et puis invitons-les à présenter un texte qu'ils considèrent comme poétique, qu'ils amènent en classe ou qu'ils partagent sur le blog de la classe, si la classe possède un espace numérique partagé, et puis confrontons ces textes qu'ils nous amènent à des textes qui seraient extraits d'autres types ou genres textuels, narratifs, informatifs ou autres, et à partir de là, invitons les élèves à s'interroger qu'est-ce qui appartient à la poésie, qu'est-ce qui n'y appartient pas, et quels seraient les traits spécifiquement poétiques et ceux qui le seraient moins. Alors, on n'aura peut-être pas des réponses déjà d'une finesse extraordinaire, mais on aura déjà l'occasion donnée aux élèves d'exprimer ce qu'est pour eux la poésie, ce qu'ils ont comme image, peut-être stéréotypée, certes, mais partons de là et respectons ces stéréotypes, un point de départ sur lequel nous allons pouvoir prendre appui pour la suite. Ce point de départ peut être prolongé par un travail d'écriture. Invitons les élèves, pourquoi pas, assez rapidement à écrire ce qui pour eux serait un texte poétique, en toute liberté. On n'est pas obligé de leur donner trop de contraintes de thème ou de forme. S'ils en souhaitent, on peut leur en donner. Parfois, c'est les élèves qui demandent des consignes ou des contraintes. Mais laissons-leur d'abord expérimenter assez librement cette expérience de l'écriture poétique, sans nous braquer sur une évaluation et sans vouloir donner des bons points et des mauvais points d'emblée, ce qui serait, à mon avis, complètement contre-productif. Donc il s'agit plutôt de valoriser, d'accompagner, de faire des remarques formatives à l'élève. Le but de l'opération étant de leur permettre de montrer par la pratique comment ils conçoivent la poésie et d'expérimenter les difficultés et les plaisirs de l'écriture. Alors, une troisième manière de commencer, ce serait de confronter, des groupes, de confronter par petits groupes d'abord, chaque fois des duos de textes. Donnons à chaque groupe de 2, 3 ou 4 élèves, si on y dit, 2 textes du patrimoine et qui auraient comme caractéristique d'être des textes qui parlent de la poésie, qui définissent la poésie. Vous en avez un grand nombre de textes poétiques où la poésie se met en abîme en quelque sorte. Chez Musset, Hugo, Gautier, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Éluard, Michaud, ce ne sont que quelques échantillons de ce que vous pouvez choisir comme texte dans cette direction-là. Et invitons les élèves à confronter 2 de ces textes. Donc par petit groupe, chaque groupe d'élèves reçoit 2 textes différents et il reçoit 2 consignes. Première consigne, quelle semblerait être la mission prioritaire que se donne le poète dans chacun des 2 textes? Est-ce que c'est la même mission? Et deuxièmement, comment est-ce que chacun de ces 2 poètes exprime par la forme même de son texte sa conception de la poésie? Alors vous verrez déjà des tas de réponses passionnantes et c'est aussi l'occasion d'écouter du coup des textes qui viennent d'auteurs du patrimoine et de permettre aux élèves d'un peu de les découvrir, de se les présenter mutuellement par les commentaires qu'ils en feront et on verra apparaître déjà une diversité de conceptions en jeu qui certes ne concernent que les 2 derniers siècles de l'histoire de la poésie mais qui déjà donnent, je pense, un aperçu de la richesse, de la diversité, du pluriel de ce qu'est la poésie de nos jours. Enfin, de ce qu'elle est depuis 200 ans et de ce qu'elle est a fortiori de nos jours. Alors, l'étape suivante, une fois qu'on aura terminé ce travail un peu de mise en bouche de la poésie, de découverte de la richesse du territoire, si vous voulez, de première découverte, l'étape suivante consisterait à
à lire ensemble des textes poétiques, à ne pas en lire un seul une seule fois, mais à en lire un certain nombre, et peut-être à se donner une méthode qui aide les élèves à devenir progressivement autonomes dans leur lecture, dans leur analyse, mais une analyse qui ne soit pas une analyse prise de tête, une analyse qui leur permette d'être en prise avec la sensibilité du texte poétique. Alors, comment faire pour se donner ces étapes-là? Alors, la première chose, c'est est-ce qu'il faut donner beaucoup de cadres avant la première lecture d'un texte poétique? Je dirais ça dépend. Pas de règle systématique. Souvent, quelques mots de cadrage et de contextualisation sont bienvenus, peut-être surtout avant la lecture des premiers textes qu'on verra avec les élèves, leur dire un peu à quelle époque ça a été écrit. Quelques mots sur la vie de l'écrivain, ça ne doit pas être tabou, ça peut être des éléments qui parfois aident à favoriser l'attractivité de la lecture. Hein. Faire lire du Verlaine et du Rimbaud sans leur dire un petit mot de l'aventure qu'a été la vie de Verlaine et de Rimbaud, ça me semblerait assez peu malin, même si je sais qu'il y a un tabou chez certains enseignants à propos de l'approche biographique, mais il ne s'agit évidemment pas de faire de l'approche biographique une priorité pour autant. Il s'agit juste d'en faire un éclairage parmi d'autres. Alors, cela étant, ces quelques mots de contextualisation qui peuvent être historiques, intertextuels, sociologiques, institutionnels, ne doivent pas nécessairement toujours intervenir. Il est aussi très bon parfois de confronter l'élève directement à l'énigme du texte, découvrir un texte brut sans rien savoir d'où ça vient, qui l'a écrit, quel est le contexte, etc. et permettre au texte de parler par lui-même. La surprise est parfois aussi un excellent levier didactique. La lecture du texte, comment va-t-on faire? Est-ce qu'on va oraliser le texte? Si on l'oralise, c'est en tout cas un moment très important, puisque c'est dans la première lecture que va se jouer d'emblée toute la puissance sonore et évocatrice du texte, et Dieu sait si la plupart des textes poétiques ont des choses à nous dire sur le plan de leur sonorité, de leur rythme. Il est donc important que le texte soit lu d'une manière qui soit agréable, qui en donne, je dirais, toute l'amplitude de signification, en tout cas qui permette de le sentir au maximum dans ses ressources. Et il est donc important que le climat d'écoute soit favorisé et que ce ne soit pas n'importe quelle lecture, que l'enseignant ait préparé sa lecture, ou bien qu'éventuellement il recourt à un bon enregistrement, mais en tout cas que ce ne soit pas une lecture plate, une lecture atone ou insipide. Il est dangereux de faire lire un élève si c'est la première fois qu'il découvre le texte. Si les élèves ont déjà été exercés à lire la poésie, il en va autrement, bien entendu. Mais une première lecture d'un texte doit être une lecture qui permet à tout le groupe de profiter de la qualité de ce texte. Mais il n'est pas pour autant indispensable d'oraliser le texte à chaque fois. On peut très bien aussi choisir de dire, voilà, vous prenez maintenant un temps simplement de lecture silencieuse. Rien n'est parfois plus beau qu'un silence dans la classe de français, quand c'est un silence qui est habité par la découverte d'un texte ou par la confrontation avec un poète, comme ce sera le cas. Alors, quel texte choisir? Là, on a l'embarras du choix, bien entendu. N'allez pas prendre que des textes simples, n'allez pas non plus prendre que des textes provocateurs ou compliqués, mais une fois de temps en temps, osez lire un texte qualifié d'illisible ou d'hermétique. Je reviens à Mallarmé, puisque je l'évoquais déjà tout à l'heure. Ça peut avoir du sens. Et voici par exemple ce que disait Viviane Forester dans son essai qui a reçu le prix Médicis en 1996, L'horreur économique, qui est un essai sur l'économie, et bizarrement, elle nous parle de Mallarmé en disant « Le travail d'un Mallarmé n'est pas élitaire, dit-elle. Il tend à briser la gangue dont nous sommes prisonniers, à décrypter la langue, ses signes, ses discours, et à nous rendre par là moins sourds, moins aveugles à ce que l'on s'emploie à nous dissimuler. » Donc c'est quelqu'un qui nous émancipe, et elle va jusqu'à dire que Mallarmé is a machine gun, c'est une mitraillette. Elle répond en cela à un intervenant dans le colloque où elle s'exprime, qui disait qu'il était bien plus important de connaître le nom des armes que de connaître le nom des poètes. Elle dit non, pas forcément. Connaître les poètes, connaître leur nom aussi, ça fait partie de la culture littéraire. Se connaître les poètes, c'est une manière de nous ouvrir à une autre réalité, de nous libérer d'une certaine oppression que le langage ordinaire peut faire peser sur nous. Et c'est peut-être plus important que de connaître le nom des machines de guerre. Alors, là, le premier moment de lecture, une fois qu'on a découvert le texte, que ce soit le texte complexe de Mallarmé que je viens de vous montrer ou un autre, je pense que le premier moment important, c'est de permettre aux élèves d'exprimer leurs premiers effets de lecture. Quelle atmosphère, quelle impression globale ressentent-ils à la première lecture? Quelles sensations sonores le texte produit-il sur eux? Quelles images leur viennent à l'esprit? En d'autres termes, qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils entendent, qu'est-ce qu'ils voient? Prenons le temps de déployer ces trois éléments. Les élèves sont souvent un peu étonnés qu'on les interroge là-dessus, mais ravis en même temps de le faire, et ils ont assez rapidement beaucoup de choses à dire. Et je pense qu'il est important qu'ils saisissent bien que c'est le moment peut-être le plus important de l'analyse. C'est le moment où ils
déploient la sensibilité du texte, les effets que le texte produit sur eux, avant de parler même d'une analyse quelconque. Alors, bien sûr, on peut dire quelques mots sur les sonorités, sur le rythme du texte. Voilà, je ne vais pas être plus détaillé là-dessus. Ce n'est peut-être pas nécessairement lors de la première lecture qu'il faut apprendre toutes ces techniques d'analyse rythmique et sonore du texte, mais je pense qu'il y a un vocabulaire, il y a des connaissances un peu disciplinaires, si vous voulez, à diffuser à ce propos-là, à un moment donné, de façon à rendre les élèves capables de percevoir les effets d'un poétique. Mais je préfère en venir surtout à la question de la compréhension. La compréhension sera toujours articulée avec l'interprétation. Vous savez bien que ce qu'on appelle compréhension, ce serait une prétendue lecture du sens premier, alors que l'interprétation serait une prétendue lecture du sens second. En réalité, ces deux opérations sont étroitement entremêlées. Il est bien souvent difficile de distinguer l'une de l'autre. Néanmoins, si l'on s'interroge sur qu'est-ce qui fait sens pour la collectivité, pour la communauté, il est intéressant de distinguer là deux étapes, donc ce que j'appellerais la compréhension au sens le plus classique du terme, et de distinguer une lecture tabulaire et une lecture qu'on qualifiera plutôt de linéaire. La lecture tabulaire, c'est la lecture où on va simplement repérer des effets de thème, des éléments de champs lexicaux, des éléments qui reviennent dans le texte, comme par exemple dans le texte Mallarmé, il est beaucoup question de naufrage, de noyade, de volcans. On voit un peu de quel univers il est question sans encore comprendre ce qui nous en est. La lecture linéaire, elle va consister plutôt à construire le texte dans sa progression, à y repérer des unités textuelles et syntaxiques. On va voir quelles sont les parties du texte, est-ce qu'il y a des strophes, est-ce qu'il y a surtout des parties de texte qui se répondent, est-ce qu'il y a des connecteurs, d'oppositions, de conséquences, d'effets, et est-ce qu'il y a des phrases, quelles sont les phrases que l'on repère, les verbes, quels sont les sujets, les compléments. C'est un travail presque de détective qu'il s'agit de mener là, un travail un peu technique, un peu linguistique, c'est là qu'on voit que grammaire et littérature sont profondément alliés. Mais c'est un travail qui est évidemment indispensable si l'on veut pouvoir dire quelque chose de ce que le texte cherche à dégager comme visée, comme vision, comme regard sur le monde, sans parler d'un message pour autant, en sachant aussi que devant un texte résistant, comme par exemple celui de Mallarmé ici, vous avez deux options possibles, soit l'une qui consistera à vouloir tout comprendre, ce que fait par exemple Lagardé-Michard, un manuel bien connu qui vous explique chaque mot de Mallarmé, plus rien ne résiste au rouleau compresseur du sens, ou alors vous avez une option plus distante, plus suspensive, plus prudente, qui consiste à accepter que le texte ne soit pas complètement décodable et qu'il reste une partie qui nous résiste. C'est ce que beaucoup appellent la lecture littéraire, ou en tout cas une certaine forme de lecture littéraire telle que Wolfgang Iser, par exemple, la détaillait ou la définissait dans son acte de lecture. Et puis l'interprétation, si on entend par là la convocation de ressources extérieures au texte, de sens second, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse toujours la distinguer facilement de la compréhension, comme je vous l'ai dit. L'interprétation est intéressante à travailler, pour autant que ce ne soit pas l'enseignant qui fasse tout le travail, mais qu'il donne aux élèves des textes qui les aident à donner un supplément de sens au poème. Des textes qui parlent du contexte historique ou littéraire, à propos des textes du patrimoine, il y en a beaucoup, des textes de type historique, d'autres textes du même poète, ou bien des intertextes d'autres poètes qui ont dit des choses similaires, des éléments de la biographie, j'y reviens, je crois qu'il n'est pas complètement tabou de parler de temps en temps d'éléments de la vie de l'auteur, des éléments relatifs à la psychanalyse qui peuvent parfois expliquer, chez Mallarmé ça fonctionne assez bien, certaines récurrences, certaines thématiques qui peuvent sembler récurrentes et obsessionnelles parfois chez l'auteur. Et on peut même s'amuser à voir si on ne peut pas déconstruire le texte comme l'aurait fait Derrida ou de Mann, mais là c'est peut-être avec des élèves déjà un peu plus expérimentés, c'est-à-dire voir comment chaque mot peut exploser dans des significations multiples et devenir source d'une dissémination du sens. Donc voilà, voyez, ressentir, décrire, comprendre en termes de sens tabulaire, en termes ensuite de sens linéaire, et puis interpréter. Alors vous allez me dire, c'est une forme qui peut sembler un peu artificielle, je pense qu'elle va aider les élèves à devenir plus autonomes et à goûter davantage la poésie. Elle va les aider en tout cas à comprendre que ce qui importe, ce n'est pas tout de suite de saisir du sens et de mettre la main sur le texte, c'est d'abord d'exprimer le ressenti pour n'aller que progressivement vers les effets de sens. Alors, on peut à partir de là inviter les élèves à produire d'autres analyses poétiques de façon de plus en plus autonome, à le faire dans la durée, en articulant ce travail avec celui de l'argumentation, puisque justifier
Une lecture, c'est toujours s'appuyer sur de l'argumentation. Ils peuvent s'appuyer sur la lecture plurielle, c'est ce que je viens de faire, et sur du débat interprétatif à l'oral. Si chaque groupe qui a dû convoquer une ressource proposée par l'enseignant, les uns un intertexte, les autres un élément biographique, etc., ils vont pouvoir confronter leurs interprétations et s'enrichir mutuellement. Il est intéressant aussi de consacrer un peu de temps à regarder comment sont composés les recueils, comment sont présentées les couvertures, comment les titres sont formulés, les titres des recueils, mais aussi des poèmes, comment les préfaces jouent un rôle ou n'en jouent pas, s'il y en a, comment les recueils sont structurés, quelle est leur table des matières, y a-t-il des dédicaces, à quoi servent-elles, et inviter les élèves non seulement à analyser des textes poétiques isolés, mais pourquoi pas aussi à faire des notes critiques sur un recueil tout entier, en s'inspirant de commentaires, de notes critiques qui sont publiées dans des journaux spécialisés. Il en existe un certain nombre, vous pouvez trouver assez facilement, même sur Internet, sur certains sites de poètes ou de lecteurs de poésie, de textes qui commentent la poésie. Prenons exemple sur ces commentaires où on verra qu'il y a souvent une osmose à l'égard du texte, il y a beaucoup de citations, beaucoup de métaphores, et voilà, invitons les élèves à faire un travail de pastiche, pourquoi pas d'imitation de ces commentaires critiques de recueils de poésie pour en produire eux-mêmes à propos d'un recueil qu'ils auraient été invités à lire. Quelles sont les productions que l'on peut inviter les élèves à faire autour de la poésie? On peut les inviter à faire des productions hypertextuelles d'un côté, c'est-à-dire des réécritures de textes poétiques, des expansions, des prolongements, des recompositions, des transpositions. On peut aussi les inviter à oraliser, à mémoriser et à oraliser des textes sous forme de récital. Ça peut prendre une dimension ludique. Si on les invite même à aller vers le domaine du slam, qui est un domaine typiquement poétique, c'est de la poésie peut-être plus engagée, plus justement liée à la profération et aux thématiques contemporaines. Pourquoi ne pas imaginer une slam session, c'est un terme qui résonnera avec beaucoup d'intérêt auprès de beaucoup d'élèves. Une autre activité hypertextuelle consiste à recomposer un ensemble de lectures en proposant sa propre anthologie et en faisant un commentaire de cette anthologie. À ce moment-là, on débouche sur des activités plus méta, des activités de commentaires, ça peut être des commentaires composés, des notes critiques comme celles que j'évoquais tout à l'heure, qui peuvent être plus ou moins argumentées. Je vais vous dire un mot sur le face-à-face poétique et sur le montage poétique. Le face-à-face poétique, c'est une production dans laquelle les élèves ont dû choisir deux poètes, ils ont dû lire un recueil de chacun des deux poètes, et ils vont confronter ces deux recueils sur le plan thématique, sur le plan langagier et stylistique, et ils vont également interviewer les deux auteurs en imaginant que leurs réponses sont tirées de leur texte, c'est-à-dire faire une interview imaginaire, mais basée sur la lecture des deux recueils, ce qui voilà, une expérience que j'ai fait faire à beaucoup d'élèves de 15 ans, il voici quelques années, et qui a donné lieu à des résultats vraiment très intéressants. C'est-à-dire que les élèves entrent au cœur des textes en menant ce type d'analyse. Cela peut déboucher sur la mini-anthologie que j'évoquais tout à l'heure. Une fois qu'on a dû lire intensément de recueils, on a d'autant plus de moyens de pouvoir choisir les textes qui nous ont le plus plu et pouvoir les illustrer, les commenter, les illustrer compris par des images. On peut également déboucher du coup sur le montage poétique, c'est-à-dire la présentation orale devant la classe en un quart d'heure ou plus des éléments clés de l'analyse que l'on a produite. Et on peut aussi, si on a justement dû s'approprier un certain nombre de textes, les présenter oralement, dire voilà les deux textes qui m'ont le plus plu chez ces auteurs-là et que j'ai envie maintenant de vous présenter dans ce qui peut être le petit réel où la classe est invitée. Alors voilà pour d'autres explorations pour conclure que je voudrais encore rapidement évoquer. La poésie peut aussi donner lieu à des parcours thématiques sur tous les thèmes possibles et imaginables. Elle peut donner lieu à une exploration interculturelle auprès des littératures africaines, arabes, asiatiques, américaines, pourquoi pas. Elle peut donner lieu aussi à toute une série de relations, de mise en relation avec d'autres arts, avec la musique, avec la peinture, avec les autres genres littéraires, bien entendu. Il faut savoir que la poésie a constamment eu maille à partir avec les autres productions artistiques, puisque les poètes eux-mêmes ont été parfois des illustrateurs, ne fût-ce que à travers les calligrammes, et puis vous savez bien qu'il y a des relations étroites avec le monde des peintres, des poètes, des musiciens, depuis la période romantique jusqu'à nos jours. La chanson est évidemment un patrimoine magnifique pour travailler la poésie, avec l'intérêt supplémentaire qu'on peut travailler aussi toute la question de la musicalité, de l'instrumentation, de la mise en scène du corps du chanteur. Donc il y a une série d'autres dimensions qui peuvent être valorisées en complément du travail proprement poétique.
On peut évidemment écouter les chansons comme des poèmes, et ça peut déboucher sur le slam, qui est en quelque sorte une sorte d'intermédiaire entre la poésie et la chanson, puisqu'il y est question de spectacle et de récital également. Et puis, la poésie, c'est aussi des jeux, c'est aussi des concours, c'est aussi des règles qu'on se donne, comme l'Oulipo n'a cessé de le faire et le fait encore actuellement. Vous avez toujours un site très vivant de l'Oulipo qui permet aux élèves de pratiquer des concours et des jeux poétiques. Chaque mois, il y a un concours, un jeu proposé par le site de l'Oulipo auquel les élèves pourraient s'initier eux-mêmes. La poésie, c'est aussi la poésie sonore. Ce n'est pas que la poésie où chaque mot a un sens, c'est aussi le simple plaisir de faire résonner des signifiants, comme dans la poésie de Bernard Haitzik, de Henri Chopin, de Brion Gysin, dans lesquels on ne comprend pas, il n'y a pas de recherche sur le sens, il y a simplement le plaisir de faire résonner des mots, des sons, avec des volumes, des rythmes très particuliers. Et pourquoi ne pas inviter les élèves à tester cela également, après avoir entendu quelques performances sonores, comme on peut en trouver très facilement sur Internet. De même que sur Internet, vous trouverez des exemples intéressants de poésie informatique, la poésie algorithmique, la poésie hypertextuelle, la poésie d'écran, où l'écran devient une sorte de poésie vivante, où les lettres, les images se mettent à se mélanger. Alors on est entre le texte et l'image, bien entendu, mais cela relève probablement d'une forme de poésie au sens large, et qui est en filiation assez étroite avec ce que faisait Dada, ce que faisait Tristan Tzara, si vous préférez, et également les textes-images de quelqu'un comme Picabia. Voilà, ce n'est évidemment là qu'un échantillon de ce qu'il est possible de faire. La poésie est un territoire infini. C'est encore bien d'autres choses que ce que je viens de vous dire. C'est aussi la poésie murale, c'est aussi la poésie telle qu'on la voit s'exprimer au cinéma à travers des enseignants emblématiques comme le professeur Keating. C'est tout cela et encore tout ce que je n'ai pas dit, bien entendu. Je tiens en tout cas à vous remercier de votre attention et je suis maintenant ravi de pouvoir discuter de ce que cette communication a suscité chez vous. Merci beaucoup.